Karim est debout dans l'aérogare d'Heathrow à Londres. Il est parti pour 3 jours renégocier un contrat avec un fournisseur d'emballage basé en Angleterre. Il attend l'heure d'embarquement pour rentrer à Casablanca. Karim est DGA de l'entreprise fondée et dirigée par son père. Il est le cadet de 4 enfants. L'aîné, Mehdi, médecin et compositeur de Malhoun à ses heures perdues, ne voulait rien à faire avec le business familial. Karim a une sœur et un autre frère, plus jeunes, qui eux préfèrent dépenser la fortune de papa. Le laissant lui, le seul qui s'est senti dans l'obligation d'épauler son père. Après quelques années d'études dans une école de commerce à l'étranger, Karim rentre pour intégrer l'entreprise familiale. Le Hajj Mohamed, le patriarche de la famille, dirige cette entreprise d'une main de fer. Mais il a oublié le gant de velours. Le Hajj vient d'appeler Karim. Il lui annonce sommairement qu'il a décidé de vendre l'entreprise. Karim s'assied sur un banc de la salle d'embarquement, assommé par la nouvelle. Cela fait 11 ans qu'il se prépare à la succession. Et maintenant, tout son monde s'effondre. Dans cet épisode, nous allons voir comment Karim est au cœur d'une entreprise intransmissible. Je suis Adel Mourtali et vous écoutez les chroniques de Moul Shkara. Cet épisode vous est présenté par ERMHub.com, solution pour vous aider à réussir la transformation digitale de votre organisation post-Covid-19. Établissez vos processus en les basant sur les meilleures pratiques pour valoriser votre entreprise. Développez un système grâce à la modélisation de processus et la solution cloud ERM Hub. Visitez ERMHub.com pour découvrir comment prendre le destin de vos processus en main et entamer aujourd'hui votre transformation digitale. Le personnage de Moul Shkara est ancré dans notre culture marocaine. On l'imagine en homme d'affaires qui se présente à ses différents business pour racler les fonds de caisse. Mais le Moul Shkara n'est pas juste une caricature grossière d'un personnage que nous aimons détester. Il est indicatif d'un mode de management et de leadership très commun et qui n'est pas spécifique au Maroc. La méthode de Moul Shkara est une démarche de gestion. Elle combine une adaptation des techniques de management aux spécificités locales et l'influence des préjugés populaires sur le leadership. Dans cette émission, nous allons essayer de décrypter et de voir tous les aspects qui peuvent conduire des personnes à devenir des Moul Shkara. On prendra des exemples concrets, on exposera des histoires d'entreprises marocaines, on décortiquera le vécu de personnes responsables ou victimes, et on essaiera de comprendre comment cette culture de gestion impacte nos organisations. Le Hajj aurait pu attendre que Karim rentre au pays pour lui annoncer la nouvelle. Mais le Hajj aimait le torturer. Cette entreprise est dans l'industrie agroalimentaire. Créée dans le milieu des années 1980, elle a connu des hauts et des bas. Elle emploie plus de 450 salariés distribués sur 3 sites de production. Elle est toujours considérée comme un fleuron de l'industrie marocaine. Depuis 5 ans, le Hajj parle avec insistance de prendre sa retraite. L'évidence pour tout le monde était que Karim prenne la relève. Karim y a été préparé dès son intégration. Il a passé tout son temps à étudier, épier et scruter les techniques de son père. Mais il ne pouvait ni répliquer son caractère, ni sa logique dans les prises de décision. Le père avait une méthode bien particulière pour diriger ses affaires. Le système de gestion de cette entreprise, c'est le Hajj en personne. Il centralisait absolument tout. Il validait les offres, les bons de commande, les demandes d'achat et factures, une par une, créant un goulot d'étranglement à son niveau. L'ensemble des décisions, petites ou grandes, devaient impérativement passer par lui. Quand Karim recrute un directeur commercial, celui-ci ne passe pas plus de 6 mois avant de jeter l'éponge. Le Hajj est le commercial principal et le court-circuite pour donner des ordres directement à l'équipe d'administration des ventes. Quand Karim propose une stratégie commerciale, son père oppose son veto et annule toute décision. Quand les stocks deviennent trop importants, le Hajj faisait appel à des personnes obscures pour liquider le tout en inondant le marché au détriment de l'image de marque. Ces pratiques agaçaient Karim, mais il se retrouvait seul à les combattre. Les employés sont là depuis très longtemps. Ils se sont adaptés aux méthodes du patriarche. Ils lui sont fidèles, et pour la plupart,
il n'avait ni le courage ni la capacité à le contredire. Karim a tout fait pour que son père l'aide à établir des procédures pour créer un système de gestion. Mais son père n'avait ni la patience ni la concentration nécessaire pour le faire. Il lui disait tout le temps « Fais-le toi », mais juste en discuter l'ennuyait déjà. Karim savait que peu importe ce qu'il établirait, le père finirait par le défaire. D'ailleurs, Karim a fait appel il y a quelques années à un bureau de consultants pour aider à établir un schéma d'organisation et des fiches de poste pour moderniser l'entreprise. À la fin de la mission, les livrables sont restés sur le bureau du père durant 6 mois, sans que celui-ci ne les valide. Il n'a même pas daigné ouvrir le dossier qui les contenait. Ils ont installé un ERP à coût de millions de dirhams, qui n'est utilisé que par la comptabilité. Dans tous les départements des fichiers Excel, extra-systèmes sont établis pour s'adapter aux exigences du moment de l'Hajj. Les différentes certifications n'ont été établies que pour plaire aux clients ou pour se conformer à une législation qui les impose. L'Hajj acceptait à contre-cœur de les faire et ne participait même pas. Karim devait faire un grand écart entre ce qui est requis et ce qu'imposait son père. Le Hajj n'a fourni aucun effort pour transmettre dans de bonnes conditions l'entreprise à son fils. Il était persuadé que c'est avec la manière forte, virile et autoritaire que l'enseignement se faisait. Plus il malmenait son fils, plus il sera prêt. Des années durant, Karim subissait les sauts d'humeur de son père. Pour le Hajj, Karim est faible et n'a pas ce qu'il faut pour faire du business dans ce pays. Il s'est focalisé sur l'incompétence de son fils à recréer son modèle de gestion et ne se souciait pas que ces méthodes ne sont ni duplicables ni transférables. Durant des années, le fossé entre eux se creusait. Karim faisait tout pour plaire à son père, et le père, en retour, estimait que ses efforts étaient un signe de sa faiblesse. De jour en jour, le Hajj était persuadé qu'il ne pouvait pas lui transmettre l'entreprise. Alors, il a commencé à parler à d'autres grandes familles d'affaires de Casablanca de son envie de se retirer. Un de ses concurrents l'a donc contacté pour racheter l'entreprise. Le père n'était pas enthousiaste au début et a refusé. Mais ils ont insisté pour qu'au moins il réfléchisse. Après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas se retirer en faveur de son fils, l'idée a commencé à germer en lui. En pensant à son style de vie, à la retraite, à ses enfants et même au bien-être financier de Karim, il a commencé à envisager cette option. Alors, et avant même d'écouter ce qu'ils ont à offrir, il l'a annoncé à son fils. Il était pressé de le faire tant que Karim est loin. Il allait au moins pouvoir esquiver son regard. Une fois que Karim était de retour de son voyage, les choses sont allées vite. Son père a rencontré seul les acheteurs potentiels. Après 2 réunions fructueuses avec le patriarche de l'autre famille, il décide de poursuivre le deal. Ils ont donc convenu que les acheteurs enverraient des auditeurs afin qu'ils puissent faire une offre. Des auditeurs d'un petit cabinet inconnu. Mais l'acheteur les a grandement recommandés, car il traite avec eux depuis très longtemps. Karim a été laissé dans le noir. Un jour, les auditeurs débarquent et s'installent dans la salle de réunion principale. Le père aboyait de temps en temps des ordres à Karim pour coopérer avec eux ou pour leur fournir les rapports ou les documents qu'ils demandaient. Karim n'était pas rassuré de les voir, ni de leur manière de faire. Non seulement ils ont passé en revue tous les détails de la comptabilité, mais ils ont méticuleusement pris des notes de chaque aspect de l'entreprise, de la liste des prix fournisseurs au savoir-faire industriel. Ils ont tout scanné. Le père était convaincu que compte tenu de son avance sur le marché et de sa longue expérience dans le domaine, les auditeurs apprécieront et valoriseront son bijou. Un matin, et 8 semaines après l'arrivée des auditeurs, ils ne se sont pas présentés. La salle de réunion était vide et il n'y avait aucune trace de leur passage. Le père a appelé l'acheteur pour demander où ils sont passés et surtout pourquoi ils ont disparu comme des voleurs. L'acheteur l'a rassuré que l'audit était terminé et qu'ils attendaient leur rapport pour revenir vers lui avec une offre. Karim était de plus en plus bouleversé par ce qui se passait. Les jours passaient, les semaines passaient et aucun signe de ces fameux acheteurs. Le père devenait plus sombre de jour en jour. Il savait qu'il avait été dupé. Karim n'a pas dit un mot pour éviter la colère de son père. À un certain moment, l'acheteur ne répondait même plus aux appels du père. Karim et le Hajj connaissaient tous les deux les implications. Quelques semaines de plus se sont écoulées. Le Hajj faisant jouer ses relations, et probablement pour éviter un scandale, l'acheteur s'est senti obligé de donner signe de vie. Il envoie un émissaire qui le représente pour discuter. Encore une fois, le père décide de le recevoir seul.
Cet émissaire prononce un long discours selon lequel les auditeurs ne croyaient pas que l'entreprise survivrait sans lui, et ils ne pouvaient donc pas la racheter telle qu'elle. Mais ils étaient prêts à faire une offre pour acquérir les actifs matériels et les marques, mais aucune mention sur le savoir-faire ou le processus industriel. Pourquoi le feraient-ils de toute façon ? Ils ont la recette secrète maintenant. Ils devraient dissoudre l'entreprise et licencier les 452 employés indépendamment de la transaction. Le pire, c'est que le montant offert couvrirait à peine la dette actuelle, y compris les emprunts des banques et les lignes de crédit. Le père s'est rendu compte qu'il avait commis la plus grosse bévue de sa carrière. Il a laissé l'ennemi rentrer dans un cheval de Troie. Les jours suivants, le mot est sorti. Tout Casablanca parlait de l'échec de la vente et de la mauvaise santé de l'entreprise. Peu de temps après, les banques ont commencé à appeler, demandant plus de garanties pour les lignes de crédit actuelles. Ils ont finalement cessé de les étendre. Les clients ont commencé à douter, les commandes diminuaient, et celles qui arrivaient exigeaient des délais de paiement supplémentaires. Même les employés ont été submergés par les ragots. Certains ouvriers sont allés jusqu'à filmer une vidéo publiée sur YouTube sur les conditions à l'intérieur de l'un des sites et ont créé un énorme buzz. L'empire s'écroulait. Le père était maintenant constamment dans son bureau. Et on l'entendait crier à chaque passage d'une personne qui venait à lui pour signer un document ou qui le sollicite pour prendre une décision. L'homme qui était constamment au téléphone et à la vie sociale très active esquivait maintenant les appels. Dans un pays où tout est basé sur les apparences, l'image extérieure de l'entreprise était terrible. Mais c'est Karim qui a le plus subi les foudres de son père. Car celui-ci avait besoin d'un bouc émissaire. L'entreprise qu'il jugeait non transmissible est maintenant également invendable. Mais ça, c'est le problème avec les entreprises familiales. S'ils doivent survivre à leur fondateur, ils doivent également être vendables. Les prérequis sont les mêmes. Le père n'a jamais développé l'entreprise pour qu'elle puisse fonctionner sans lui. Il n'a jamais veillé à ce qu'un employé puisse enseigner les rouages aux autres. Et ses problèmes de contrôle absolu étaient principalement liés à ses problématiques de trésorerie. Imaginez que vous êtes à la mer en train de nager. Soudain, vous êtes pris dans un courant d'arrachement. Vous paniquez, vous nagez à contre-courant et vous vous fatiguez. La noyade est alors garantie. S'en sortir d'un courant d'arrachement nécessite une technique contre-intuitive. Il faut se relaxer, se laisser flotter, essayer de rester parallèle par rapport au rivage et essayer de nager en diagonale une fois que le courant devient plus faible. Karim était pris dans le courant de son père. Plus il fournissait d'efforts pour lui plaire, plus la relation devenait insoutenable. Karim était pris dans le courant des ragots des salons de Casablanca. Plus il essayait de réagir, plus la situation s'enlisait. Parfois, il faut savoir prendre du recul pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Il avait besoin d'un cap. Rendre l'entreprise vendable. C'est contre-intuitif pour lui, car il ne voulait pas imaginer une vente de cette entreprise dont il se voyait l'héritier légitime. Mais rendre la boîte vendable était la valoriser et la rendre gérable sur le long terme. Si les gens refusent de vous regarder sous un nouveau jour et qu'ils ne puissent vous voir que pour ce que vous étiez, ne vous voient que pour les erreurs que vous avez faites, s'ils ne réalisent pas que vous n'êtes pas vos erreurs, alors ils doivent partir. Karim a eu recours à la seule personne que son père craignait le plus, la mère de la fratrie. Bien qu'elle ait toujours soutenu ses efforts, elle n'est jamais intervenue dans les affaires de l'entreprise. Il la prend à part et lui explique que si quelque chose arrivait à son père vieillissant, il perdrait tout. Et son père n'a pas l'âge pour gérer cette crise. Que la seule façon d'aller de l'avant est de s'assurer qu'ils ne perdent pas leur patrimoine. Il est prêt à en assumer l'entière responsabilité. Une intervention familiale est alors convoquée. Karim expose la situation à ses frères et à sa sœur, et pour la première fois, son ton était ferme en parlant à son père. La mère fait pression sur le père pour qu'il se retire et le laisse prendre le contrôle total. Hajj ne l'a pas très bien pris. Mais la pression des frères, sa sœur et de la mère ne lui ont pas laissé le choix. Il a demandé que les documents du transfert de la gérance lui soient envoyés pour signature dans sa résidence secondaire où il ira se reposer. Il ne remettra plus jamais les pieds dans l'entreprise. Au début, les employés se sont sentis orphelins, mais ils ont vite dû se concentrer sur la remise en marche de l'entreprise.
Le livre du jour. Le livre du jour, Build to Sell par John Warrillow. Selon John Warrillow, l'erreur principale des entrepreneurs est de créer une entreprise qui dépend trop d'eux. Ainsi, lorsque vient le temps de vendre, les acheteurs ne sont pas convaincus que l'entreprise, même si elle est rentable, peut survivre seule. Pour illustrer ça, Warrillow nous présente un propriétaire de petite entreprise fictive nommé Alex qui a du mal à vendre son agence de publicité. Alex se tourne vers Ted, un entrepreneur et vieil ami de la famille. Celui-ci encourage Alex à poursuivre 3 critères pour rendre son entreprise vendable. D'abord, elle doit être enseignable. Concentrez-vous sur les produits et services que vous pouvez apprendre à vos employés à fournir. Ensuite, elle doit être valorisable. Évitez la guerre des prix en vous spécialisant et en fournissant quelque chose de meilleur que les autres. Et enfin, elle doit être répétable. Générez des revenus récurrents et concevez des produits que les clients doivent racheter souvent. Vous avez compris, le thème du livre convient parfaitement à l'histoire de cet épisode. Même si les enseignements et exemples de ce livre s'appliquent à des petites entreprises, la méthode est applicable à toutes les organisations, peu importe leur taille. Cet épisode vous est présenté par ermhub.com. Établissez vos processus en les basant sur les meilleures pratiques pour valoriser votre entreprise. Visitez ermhub.com pour découvrir comment prendre le destin de vos processus en main et entamer aujourd'hui votre transformation digitale. Chaque jour, Karim se répète son nouveau principe directeur. L'entreprise doit être vendable. Un principe qui guide toutes ses décisions. C'est la seule façon de garantir la pérennité de l'entreprise. Il s'est assuré que l'organisation, les personnes, les processus et les flux de trésorerie étaient orientés vers la vente de l'entreprise. 5 ans plus tard, l'entreprise a levé des capitaux auprès d'un fonds d'investissement. L'entreprise prospère avec Karim toujours aux commandes. La famille détient toujours la majorité du capital et le Hajj est toujours vivant et profite bien de sa retraite. Il est fier d'avoir laissé une entreprise qui continue à exister. Il doit être aussi fier de son fils Karim, même s'il ne l'admettra jamais. Vous avez suivi les chroniques de Moulchkara. Je vous retrouve très bientôt avec un nouvel épisode.